Cours extrait de physique-chimie, première spécialité aux éditions Le Livre Scolaire. Alors, c'est un cours sur l'oxydoréduction où nous allons définir ce que c'est qu'une réaction d'oxydoréduction, une réaction chimique entre un oxydant et un réducteur qui met en jeu des échanges d'électrons. Une réaction d'oxydoréduction consiste en un transfert d'électrons entre deux espèces chimiques. Tous les atomes ne sont pas égaux face au fait d'attirer à eux les électrons. Et tous les électrons, enfin d'attirer eux les électrons, et tous les atomes cherchent à respecter la règle de Lewis, à avoir des couches pleines, et quand il y a compétition entre deux atomes pour avoir ces couches pleines, eh bien on va avoir certains atomes qui ont plus d'aptitude que d'autres à attirer et conserver les électrons. Et donc ces échanges d'électrons et cette compétition pour les électrons auxquels vont se livrer tous les atomes va être à l'origine d'une très très grande famille de réactions qu'on appelle l'oxydoréduction et qu'on va apprendre à analyser et à détailler. Alors le terme oxydation désignait à l'origine la corrosion d'une espèce chimique par le dioxygène. Donc, oxydation, c'était en gros réaction avec le dioxygène, mais il existe des espèces chimiques qui peuvent jouer le rôle du dioxygène, ce qui fait qu'on peut avoir une oxydation par autre chose que l'oxygène ou le dioxygène. Alors, l'oxydant, c'est l'espèce chimique qui va avoir tendance à gagner un ou plusieurs électrons. Un gain d'électrons s'appelle une réduction. Alors, ça peut paraître bizarre, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'élèves que ça perturbe. En fait, pourquoi ça s'appelle une réduction? Il faut revenir au contexte historique. C'est que quand un métal s'oxyde, le métal forme un nouveau composé en s'unissant avec l'oxygène. Par exemple, on peut faire un oxyde de fer qui est FeO. Eh bien, quand le fer s'oxyde, il s'alourdit. Ça, c'est une découverte de Lavoisier. Tout simplement parce que l'oxygène de l'air, qui était gazeux, vient se fixer au fer métallique et ça fait un composé, un produit qui est plus lourd que le fer seul qu'on avait au départ. Et quand on a un minerai, c'est exactement l'inverse. Quand on a un minerai et qu'on veut obtenir le métal, eh bien on va faire une réduction. Et si on a un gros paquet de minerais, à la fin on a beaucoup moins de métal. Et donc c'était la réduction du minerai en métal. Et c'est de là que vient le nom. Et donc un nom un peu bizarre qui perturbe parce qu'effectivement la réduction c'est un gain d'électrons. L'oxydant qui se réduit devient un réducteur. Donc l'oxydant, en fait, elle est capable de gagner un ou plusieurs électrons. Une fois qu'il les a gagnés, il devient réducteur parce qu'il est susceptible de les perdre. Un réducteur étant l'espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. Une perte d'électrons s'appelle une oxydation. Alors on peut se fixer les idées, on peut avoir un moyen mémotechnique avec ça. L'oxygène est un élément qui est très électronégatif, il attire beaucoup à lui les électrons. Et donc quand quelque chose réagit avec le dioxygène, il se fixe avec, par exemple, du fer fait la formule FeO avec l'oxygène, et bien en fait le fer va être allié à un atome qui va beaucoup attirer à lui les électrons. Donc tout se passe comme si le fer perdait un peu ses électrons, bien que les électrons soient mis en commun entre les deux espèces chimiques, l'oxygène les garde un peu plus à lui, donc finalement quand le fer s'oxyde, eh bien il perd un petit peu ses électrons. Voilà, donc une réaction d'oxydoréduction, c'est simplement un transfert d'électrons du réducteur vers l'oxydant. Et on va pouvoir écrire une formule tout à fait générique où il y a l'oxydant qui gagne un certain nombre d'électrons pour devenir un réducteur. Alors ça peut se faire dans ce sens-là, mais le réducteur peut perdre des électrons et devenir l'oxydant. Et on a un signe égal pour montrer que de part et d'autre de cette équation, eh bien on a exactement, enfin on respecte la conservation des éléments, on respecte la conservation des charges, mais par contre, on met un signe égal parce que il n'y a pas de sens pour l'instant. Ça va pouvoir se faire dans un sens ou dans l'autre, et pour l'instant, ça n'est qu'un bilan de matière. On verra tout à l'heure comment on va pouvoir associer un sens aux réactions. Alors, couple, redox et demi-équation.
Au cours d'une réaction chimique, un oxydant peut être réduit en une espèce chimique qui est son conjugué. Deux espèces conjuguées forment un couple oxydant-réducteur si elles peuvent être reliées par une demi-équation de la forme OX plus Ne égale RED. C'est exactement ce qu'on vient de voir ici. Par exemple, la pile Daniel. Alors, on va comprendre comment fonctionne une pile Daniel, mais pour l'instant, voyons quels sont les deux réactifs qui sont en jeu là-dedans. On a du zinc, du métal zinc, qui va être oxydé et qui va devenir l'ion Zn2+. Alors, Zn et Zn2+, forment un couple oxydant-réducteur. Puisqu'on peut passer de l'un à l'autre donc on a par exemple ici Zn2+, plus 2 électrons, qui va être égal à Zn. L'oxydant de cette réaction, ça va être Cu2+, qui est réduit. Alors il est réduit parce qu'en fait il va devenir du métal. Or une réduction, on avait dit que c'était la fabrication du métal, donc réduction, enfin, ça marche presque toujours, quand on entend réduction, on peut penser revenir au métal. Devient du cuivre métallique, la réaction d'oxydoréduction fait donc intervenir deux couples, Cu2+ Cu et Zn2+ Zn. Et alors, en fait, il y a du zinc qui est en présence d'ion Cu2+. Cu2+ voudrait compléter sa couche électronique et récupérer les deux électrons qui lui manquent pour devenir Cu. Mais pour ce faire, Cu2+ doit piquer les électrons au zinc et il va pouvoir le faire s'il est plus fort que le zinc pour pouvoir attirer à lui les électrons. Et c'est le cas. Il a pu être vu en TP, une règle qui n'est pas au programme mais qui permet de mieux comprendre comment tout ça fonctionne. On peut écrire les couples Cu2+ Cu, Zn2+ Zn sur une échelle qui représente ce qu'on appelle le potentiel électrique, mais on pourrait dire pour les métaux, uniquement pour les métaux, que ça serait une échelle de préciosité du métaux. Plus le métal est précieux, plus il va avoir tendance, moins il s'oxyde et plus il va avoir tendance à garder ses électrons. Alors si vous mettez des Cu2+, auxquels on a réussi préalablement à enlever les électrons, ça c'est pas le problème, il est à l'état actuel Cu2+, il a vraiment envie de redevenir Cu, Zn, et en fait il va réussir à piquer les électrons au zinc et donc la réaction ça va être Cu2+ plus Zn qui va donner Zn2+ plus Cu. Alors revenons sur la pile la pile Daniel qui est une pile très classiquement étudiée. Voilà, c'est une pile historique, la première qui a permis de faire une tension assez stable. Alors revenons au début de l'animation. Voilà comment elle fonctionne. En fait, on a du zinc qui trempe dans du sulfate de zinc, du cuivre qui trempe dans du sulfate de cuivre. Alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre, comme on a dit tout à l'heure, directement le zinc dans le sulfate de cuivre? Oui, c'est possible, mais on ne va pas faire circuler les électrons, il va y avoir une réaction directe entre les deux réactifs. Ici, on va chercher à exploiter le fait que Cu attire à lui les électrons pour forcer les électrons à passer à travers un circuit électrique. Et pour ça, on utilise une séparation des deux couples oxydants-réducteurs. Ils sont chacun dans un bécher, donc on a Cu qui est en contact avec Cu2+, Zn qui est en contact avec Zn2+, et on a un pont salin entre les deux. Alors regardons ce qui se passe au niveau du cuivre. Au niveau du cuivre, on a tout simplement des ions Cu2+, qui sont là dans le sulfate de cuivre, qui vont prendre des électrons qui arrivent par le cuivre métallique. Mais ces électrons, ils arrivent d'où? Ils arrivent de l'autre côté du circuit, c'est le zinc qui les perd progressivement. Le zinc, dans ce cas-là, devient ion zinc en perdant ces deux électrons. Donc on voit que la pile Daniel est astucieuse parce qu'elle permet au cuivre de piquer les électrons du zinc, mais ils sont obligés de passer par le circuit extérieur du fait de la séparation des deux béchers. Sinon, ça se ferait directement. Qu'est-ce qui se passe ici dans le pont salin? Eh bien, on a vu que des Cu2+ étaient transformés en Cu. Ça veut dire que la solution, ça peut ouvrir en Cu2+. Mais le problème, c'est qu'une solution, ça doit toujours être neutre. Donc, si on a SO4O2- SO4 est présent et ne réagit pas, donc tous les ions Cu2+ vont être remplacés
par des ions K+, qui sont ici. Donc on va avoir une circulation d'ions. Dans une solution, le courant électrique, c'est une circulation d'ions. Et il y a les ions K+, qui vont venir ici rétablir l'électronégativité de la solution, pendant que les ions Cl- circulent dans l'autre sens, et on voit aussi des ions sulfate qui sont là, qui circulent dans l'autre sens pour venir rétablir la neutralité électrique de cette solution. Pourquoi? Comme on a vu tout à l'heure ici, eh bien, on a une formation d'ions positifs. Donc pour que la solution reste neutre, eh bien, ça va attirer des ions négatifs qui vont établir la neutralité de cette solution. Équation et demi-équation. Passons maintenant à ce qu'il y a de pratique dans ce chapitre, enfin du moins aux méthodes pratiques qui vont permettre de résoudre les exercices. Il va être très souvent question dans un exercice d'équilibrer des équations pour écrire, enfin d'équilibrer des demi-équations d'abord, pour écrire ensuite une équation. Donc la résolution se fait en deux temps. On a vu qu'on avait des couples oxydants-réducteurs, et puis qu'après on pouvait avoir, comme ici, un des membres du couple qui réagit avec l'autre membre du couple. Alors, dans un premier temps, on ajuste les demi-équations. Donc si on sait par exemple que dans un problème, on a des ions dichromates qui réagissent, eh bien on prend le couple on prend un couple oxydant-réducteur dans lequel intervient l'ion dichromate, c'est par exemple ici Cr3+, Cr2O7 2-. On écrit l'égalité entre les deux qui pour l'instant n'est pas respectée. Et premièrement, alors on va chercher à équilibrer tout ça tant en charge qu'en espèces chimiques. Alors tout d'abord, ajustement des éléments autres qu'oxygène et hydrogène. Et là, il faut être très méthodique et ça, il faut l'apprendre par cœur parce que c'est vraiment tout ça qu'à chaque fois, il faut faire comme ça. Si on loupe une étape, on s'en sort jamais. Alors, Cr2O7 2-, Cr3+, on voit tout de suite que déjà, il y a 2 Cr et là, il n'y en a pas, donc on met un 2 ici. Ensuite, ajustement de l'élément oxygène à l'aide de H2O. Comme on est toujours en solution dans l'eau, eh bien, on va pouvoir rajouter des molécules d'eau dans notre demi-équation pour prendre en compte le fait que, par exemple, ici, on a perdu Cr2O7, s'il devient Cr3+, d'où passent ces oxygènes, eh bien, ils vont passer dans cette molécule d'eau. Sauf qu'on a fait intervenir ici des éléments hydrogènes, enfin on a fait rajouter des éléments hydrogènes, on a le droit de les équilibrer avec des ions H+, il y en a toujours en solution. Pas beaucoup si c'est neutre, mais souvent on est en solution acide pour les réactions d'oxydoréduction. Et alors si on est en solution acide, on a le droit d'équilibrer avec des H+, parce qu'il y a beaucoup d'ions H+, dans les solutions acides. Voilà, donc ici on avait 14 atomes d'hydrogène, ça fait 14 ions H+. Et ensuite, on rétablit les charges électriques, on ajuste, on équilibre les charges. Alors 14H+, et Cr2O7 2-, ça fait 12 charges plus de ce côté, alors que 2 et 3+, ça fait que 6 charges plus de ce côté. On va équilibrer avec des électrons et on voit qu'il faut rajouter 6 électrons ici pour équilibrer. Voilà écrit notre premier couple oxydant-réducteur. Alors celui-là, il est assez compliqué, c'était pour illustrer tous les cas de figure qui sont là, mais on voit que parfois, c'est aussi simple que celui-ci, Fe égale Fe2+, plus 2 électrons. Voilà, on a juste équilibré les charges. Voilà. Alors petite précision, on n'écrit jamais moins 2 électrons, on ne dit pas le fer perd 2 électrons pour donner ça, on écrit toujours avec des plus, donc le fer perd ces 2 électrons qui partent de leur côté en laissant Fe2+, de l'autre. Si on est en milieu basique, on a dit tout à l'heure qu'on équilibrait avec des H+. Pardon. On a toujours la possibilité d'équilibrer avec des H+, comme on a pris l'habitude de le faire, enfin, comme on le fait dans cette méthode ici. Mais si on sait qu'on est en milieu basique, eh bien on va pouvoir réécrire l'équation tout simplement en ajoutant de part et d'autre des ions H au-. En gros, si on a 14 H+, eh bien on rajoute 14 H au- à droite et à gauche. Donc 14 H+, et 14 H au-, ça refait 14 molécules d'eau. Et puis on va avoir ici 14, les 14 H au-. On avait 7 molécules d'eau et on en a créé 14 ici. Donc on rééquilibre, on efface ça et on n'en met plus que 7 ici. Et on a écrit notre nouvelle équation, mais cette fois-ci en milieu basique et non pas comme on l'avait ici en milieu acide. Quand on a écrit deux équations bilan, deux demi-équations équilibrées,
eh bien on va pouvoir combiner les deux pour faire une équation bilan. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que pour l'instant on avait des signes égaux, parce que ça peut très bien, selon les cas, se passer dans un sens ou dans l'autre. Et pour l'instant on ne sait pas si ça se passe dans un sens ou dans l'autre, ça dépend de l'autre réactif avec lequel il réagit. Alors, prenons l'exemple ici du couple Al3 Al et Cu2 Cu. Alors on voit que l'aluminium est, on parlait tout à l'heure d'une échelle de préciosité, en fait l'aluminium aurait encore plus tendance à Al3+, ça serait comme ça, c'est le Al3+, qui réagit avec le Cu à l'état solide pour donner, voilà, donc Cu2+, ça réagit comme ça. Par contre, contrairement à tout à l'heure, on ne peut pas dire que ça plus ça va donner ça plus ça, parce que là il y a 3+, là il y a 2+, on voit que ça ne joue pas au niveau des électrons. Alors, on peut bien sûr essayer d'équilibrer en tâtonnant, mais on applique la méthode. Alors, d'abord, on écrit le première demi-équation qui concerne le premier couple, et alors souvent, dans l'énoncé, il nous est dit quel est le réactif. Alors, en l'occurrence, ici, on sait que le réactif, c'est Al3+, donc je vais écrire ma demi-équation ici en mettant bien Al3+ à gauche. Alors j'ai écrit Al3+, j'ai écrit Al et j'équilibre entre les deux en rajoutant 3 électrons. J'ai écrit ma première demi-équation, rien de compliqué. Deuxième demi-équation, Cu2 Cu. Alors dans l'énoncé, il est précisé que c'est Cu le réactif. Dans ce cas, je le mets à gauche. Hein, vous voyez, on peut mettre aussi bien à droite ou à gauche l'oxydant ou le réducteur. Et ici, on met Cu2+, et on équilibre avec des électrons. Voici une équation très simple à équilibrer. Et puis maintenant, on va ajouter les deux pour faire vraiment l'équation bilan qui modélise une vraie réaction chimique qui va se dérouler, qui va se passer. Pour l'instant, ça, c'est que des bilans de matière. C'est pas vraiment, enfin, c'est des choses qui peuvent se passer. Je le redis encore une fois parce que c'est important, aussi bien dans un sens que dans un autre. Alors, dans une réaction d'oxydoréduction, tous les électrons qui ont été perdus par l'un doivent avoir été récupérés par l'autre. Les électrons ne peuvent pas se balader tout seuls dans la matière. Enfin, on ne parle pas des circuits électriques et de la circulation des électrons dans un circuit électrique ici. Là, on parle de chimie et on va avoir des produits des réactifs qui réagissent entre eux pour former des produits, et à la fin, tous les électrons doivent avoir trouvé leur place. Donc, si je dois, quand j'ajoute deux demi-équations et que j'ajoute tout ça, je ne dois plus voir les électrons. Les électrons, on les a écrits dans des demi-équations parce que c'est bien pratique pour voir qui a perdu quoi comme électron, puis ils sont nécessaires dans le bilan. Mais en fait, le but de l'écriture d'un bilan, ça doit être de faire disparaître ces électrons. Alors, en fait, on voit très bien ici qu'il va falloir multiplier par 2 cette équation et par 3 celle-ci pour qu'on puisse avoir 6 électrons de part et d'autre. Et comme ça, quand on les écrit de part et d'autre, on va pouvoir les enlever, les éliminer complètement. Donc en ayant mis 2 Al3+, plus 2 fois 3, 6 électrons, plus 3 fois Cu, qui va donner 3 Cu2+, plus 6 électrons, plus 2 AlS. Et ces électrons qui sont apparus de par la somme de deux demi-équations, en fait, on ne va pas les réécrire, le but c'est de les supprimer vraiment, et voici l'équation bilan qui modélise la transformation chimique. C'est tout simplement 2Al3+, en solution aqueuse, plus 3 cuivres solides, qui vont donner 3 ions cuivre plus 2 atomes d'aluminium à l'état solide. Et en fait, le transfert d'électrons se fait bien de l'un à l'autre. En fait, on voit ici que le cuivre va perdre ses électrons pour devenir Cu2+, l'aluminium va gagner des électrons pour devenir Al3+, va gagner des électrons pour devenir AlS, mais on voit qu'il faut 2 Al3+, plus 3 Cu pour que tous les électrons aient trouvé une place quelque part dans les produits.